Alors cette vidéo fait suite à la première consacrée à la notion de demande globale. Alors je vous propose d'approfondir cette notion en essayant de montrer comment est-ce qu'elle peut être utilisée dans le cadre des chocs économiques, en particulier donc les chocs de demande et d'offres globales. Donc notre objectif sera de savoir expliquer l'origine des fluctuations économiques à partir des notions de choc de demande et d'offres globales. Donc beaucoup de vocabulaire ici. Donc en violet on a les notions qui sont vues en première, ici en orange foncé les notions introduites en terminale. Donc vous le voyez, les notions au programme, fluctuation économique, choc d'offres et de demande, inflation, déflation, dépression, crise. Voilà, beaucoup de notions donc. Alors c'est pour ça que je vous propose de commencer d'abord par un certain nombre de définitions. À commencer donc par les deux principales qui sont celles de choc d'offre et de choc de demande. Donc on va définir un choc d'offre comme un événement qui affecte, c'est-à-dire qui modifie le taux de croissance de l'offre globale en modifiant fortement les coûts de production des offreurs. Donc on dira que le choc d'offre est négatif si les coûts augmentent et on dira qu'il est positif dans le cas contraire. Exemple typique de choc d'offre, alors un choc d'offre positif, la hausse des gains de productivité. Donc on imagine que les entreprises utilisent de nouvelles techniques de production, qu'elles utilisent des travailleurs davantage qualifiés, bref des éléments qui contribuent à augmenter donc, la productivité et donc à baisser les coûts unitaires de production. A l'inverse, une chute des gains de productivité, c'est ce qui s'est passé notamment au moment des chocs pétroliers des années 70, mais va entraîner une hausse des coûts unitaires de production et peut s'interpréter comme un choc d'offre négatif. À côté de ces chocs d'offre, donc, il y a des chocs de demande, qui sont des événements qui, là encore, affectent ou modifient le taux de croissance de la demande globale. Exemple classique de choc de demande positif, une hausse des dépenses en formation brute de capital fixe, c'est-à-dire l'investissement au sens macroéconomique. Donc par exemple, les ménages achètent massivement des logements, les entreprises achètent massivement de nouvelles machines, et bien autant d'éléments qui vont entraîner une hausse de la demande en biens de production. A l'inverse, on imagine qu'une baisse des dépenses de consommation finale, par exemple suite à une perte de pouvoir d'achat des ménages, eh bien, va entraîner une baisse de la demande en biens de consommation, ce qui va se traduire donc par un choc de demande global négatif. Autre définition centrale, la notion de fluctuation économique. Alors plutôt que de la définir directement, on va partir d'un double constat à partir de l'observation donc des taux de croissance économique de plusieurs pays depuis quelques années. Donc double constat puisqu'on observe dans un premier temps une grande variabilité de la croissance. Donc si on s'en tient ici au cas de l'Union européenne, le PIB réel a augmenté de 3,2% entre 2006 et 2007, alors que, on le voit, il a diminué de 4,4% entre 2008 et 2009. Donc ça traduit ici une forte fluctuation. Dans ce deuxième cas de figure, on peut mettre en évidence l'existence d'une crise. Une crise au sens large, entendue comme une période plus ou moins longue de récession. Sachant qu'une récession se définit, par convention, comme une baisse du PIB réel pendant 2 trimestres consécutifs. Et on parlera de dépression, notion au programme, lorsque cette récession se prolonge. Donc tout ça pour dire qu'une fluctuation économique désigne une irrégularité dans l'évolution des grandeurs économiques. La grandeur le plus souvent observée est le PIB réel. Alors pour aller un petit peu plus loin, on peut noter qu'il y a une différence entre ce qu'on va appeler des fluctuations relatives et des fluctuations absolues. Alors ça veut dire quoi? Tant que les taux de croissance sont positifs, c'est-à-dire ici au-dessus de 0%, eh bien on parle d'accélération ou de ralentissement de la hausse. C'est-à-dire si la courbe des taux de croissance est décroissante, eh bien ça ne signifie pas que le PIB réel diminue, ça signifie simplement qu'il augmente de manière ralentie. A l'inverse, si en dessous du taux de croissance ici de 0%, on parlera d'accélération ou de ralentissement de la baisse du PIB réel. Là encore, le fait que la courbe du taux de croissance soit croissante ne signifie pas que le PIB réel va augmenter, mais simplement qu'il baisse de manière ralentie. Voilà. Donc les fluctuations sont relatives
tant qu'elles ne se traduisent pas par des changements de signe d'un taux de croissance. Donc on a au-dessus de 0 ici des taux de croissance qui sont toujours positifs, en dessous de 0 des taux de croissance qui sont toujours négatifs. En fait, le changement de signe d'un taux de croissance positif à négatif ou de négatif à positif, il se traduit par une fluctuation absolue. Alors allons plus loin. On va essayer de faire le lien maintenant entre cette notion de demande globale et les chocs de demande globale pour montrer donc qu'un choc de demande globale peut créer une fluctuation économique. Alors pour ça, on va envisager 4 cas de figure et on va représenter un équilibre de marché entre une offre globale et une demande globale. Alors on va imaginer que l'économie connaît un choc de demande positif. Par exemple, les ménages achètent massivement des maisons, des immeubles. Ça va se traduire par un déplacement de la courbe, donc ici une droite, de la courbe de demande vers la droite. Donc on voit ici graphiquement deux effets. Un premier effet qu'on va lire sur l'axe des abscisses, qu'on va appeler effet volume. Donc un effet volume positif, c'est-à-dire que le PIB réel augmente. Ça signifie donc, ça se traduit par une période d'expansion. On va lire parallèlement sur l'axe des ordonnées un effet prix positif. On voit que les prix augmentent et ça se traduit donc par de l'inflation. Alors cette distinction entre effet volume et effet prix, je vous renvoie à la vidéo que nous avons regardée concernant la distinction entre évolution en valeur et évolution en volume. Donc on a à la fois un effet volume et un effet prix. Les deux sont positifs. Alors ce qu'on peut remarquer ici, c'est que dans ce cadre-là, compte tenu des formes en fait des courbes, eh bien l'effet volume est relativement plus important que l'effet prix. Deuxième cas de figure, donc même chose, on a toujours un équilibre global de marché. On imagine là encore un choc de demande positif et on a toujours un effet volume positif et un effet prix également positif. Mais à la différence de tout à l'heure, on voit, il suffit de regarder en fait la longueur des flèches, on voit que l'effet volume est plus faible que l'effet prix. Comment ça s'explique? Ça s'explique par rapport au niveau des élasticités prix de la demande. On sait que lorsque, donc c'est ce qui se passe ici sur le schéma de gauche, on sait que lorsque la pente de la courbe de demande est forte, eh bien ça signifie une élasticité prix de la demande faible. A l'inverse, schéma de droite, lorsque la pente est faible, eh bien ça signifie une élasticité prix de la demande forte. Donc on voit en fait que c'est le niveau des élasticités qui va définir est-ce que c'est plutôt l'effet volume qui est le plus important ou bien est-ce que c'est plutôt l'effet prix. Donc là on a travaillé sur des chocs de demande positifs, mais on peut faire le même raisonnement à partir de chocs de demande négatifs. Donc on imagine ici au contraire, par exemple, que les ménages n'achètent plus du tout de maison, ou bien que les entreprises n'investissent plus du tout. On va avoir cette fois-ci un déplacement de la courbe de demande, non plus vers la droite, mais vers la gauche. Et on va avoir des effets, toujours des effets volume et effet prix, mais cette fois-ci négatifs. Donc ce déplacement de la courbe de demande vers la gauche va se traduire par un effet volume négatif, c'est-à-dire une récession et peut-être même une dépression, c'est-à-dire la baisse du PIB réel. Donc parallèlement, on va avoir un effet prix négatif, ce qui va se traduire donc par de la déflation, c'est-à-dire une baisse généralisée des prix. En gros, les entreprises en fait baissent massivement leurs prix afin d'écouler leur stock, afin de relancer leurs ventes qui s'écroulent. On peut produire le même schéma, mais en modifiant les élasticités prix de la demande, pour constater qu'on a toujours un effet volume et un effet prix, mais que, comme tout à l'heure, le fait que l'élasticité prix de la demande ici soit forte, eh bien l'effet prix est plus fort que l'effet volume. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'on a bien deux catégories de chocs. Donc des chocs de demande positifs. Donc lorsqu'il y a un choc de demande positif, on a un effet volume positif, c'est-à-dire une expansion, et on a en même temps un effet prix positif, c'est-à-dire de l'inflation. Et si ce choc de demande est négatif, on a un effet volume lui-même négatif, c'est-à-dire une dépression, et un effet prix négatif, c'est-à-dire de la déflation. Voilà, donc c'est ça qu'il faut retenir ici. Alors on peut faire le même raisonnement en imaginant non plus des chocs de demande, positifs ou négatifs, mais des chocs d'offres, positifs ou négatifs. Alors, voilà, on peut reprendre le même principe que tout à l'heure, donc on a 4 cas de figure, donc je vous invite à mettre cette vidéo en pause et à vous entraîner à représenter les schémas correspondants, alors sur les schémas du haut à des chocs d'offres positifs
et sur les schémas du bas à des chocs d'offres négatifs. Voilà, alors vous avez dû faire l'exercice, donc on va corriger ça rapidement. Donc choc d'offres positif, déplacement de la courbe d'offres vers la droite. Donc on a toujours un effet volume positif, mais à l'inverse de tout à l'heure, lorsque le choc d'offres est positif, eh bien l'effet prix, lui, est négatif. Donc on a toujours ici, comme tout à l'heure, un effet volume plus fort que l'effet prix, compte tenu des élasticités. Deuxième cas de figure, choc d'offre positif, déplacement de la courbe d'offre vers la droite, un effet volume positif, un effet prix négatif, mais contrairement à tout à l'heure, on a un effet volume qui est plus faible que l'effet prix. Donc on retrouve les mêmes conclusions que tout à l'heure, à ceci près, eh bien que lorsqu'il s'agit d'un choc d'offre, eh bien l'effet prix n'est plus positif, mais il est négatif. Donc même chose lorsque le choc d'offre est négatif, on a un déplacement de la courbe d'offre vers la gauche, donc on a un effet volume négatif, mais cette fois-ci, l'effet prix, lui, est positif. Donc les ressources produites sont plus rares, ce qui se traduit en fait par une hausse généralisée des prix. Même chose dans le dernier cas de figure, déplacement de la courbe d'offre vers la gauche, un effet volume, un petit effet volume négatif et un fort effet prix positif. Donc même chose, hein, si on fait le bilan, on voit que lorsque le choc d'offre est positif, eh bien on a un effet volume positif, expansion, mais un effet prix qui cette fois-ci lui est négatif, c'est-à-dire de la déflation. Idem, lorsque le choc d'offre est négatif, eh bien l'effet volume est négatif, dépression, et l'effet prix est positif, inflation. Alors ce qu'il faut retenir de tout ça. Première chose, les principales définitions déjà des termes programmes. Donc vous devez savoir expliquer ce que sont des fluctuations économiques, une crise, une dépression, de l'inflation, de la déflation. Vous devez savoir expliquer bien que les fluctuations économiques sont le résultat de chocs d'offres et de demandes globales. Ensuite, vous devez savoir expliquer que l'importance des fluctuations varie en fonction de l'intensité des chocs. Évidemment, plus les chocs sont importants et plus la fluctuation est également importante, et inversement, mais que les fluctuations dépendent aussi des formes des fonctions d'offres et de demande globale, c'est-à-dire les élasticités prix. Pour ça, on peut faire un tableau récapitulatif. Donc on envisage différents cas de figure selon le montant de l'élasticité et selon que le choc est positif ou négatif. Donc on l'a dit, lorsque le choc de demande est positif, eh bien si l'élasticité est faible, on a principalement un effet d'expansion. Si l'élasticité est forte, on a principalement un effet d'inflation. Inversement, si le choc de demande est négatif, on a principalement un effet de dépression si l'élasticité est faible et principalement un effet de déflation si l'élasticité est forte. Et on peut établir le tableau symétrique. Je vous renvoie à l'exercice qu'on a fait juste avant. Donc en réalité, compte tenu de ce qu'on sait, on considère en règle générale que les élasticités de court terme sont plutôt faibles et au fur et à mesure que le temps passe, les élasticités en fait ont tendance à augmenter. Donc d'un point de vue économique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les chocs de demande et d'offre ont d'abord souvent, dans un premier temps, des effets de volume, qu'il s'agisse de l'expansion ou de la dépression, et à plus long terme, elles ont ensuite essentiellement des effets monétaires, sous forme d'inflation ou sous forme de déflation.